Alors Mauricio Gatti, on va continuer un petit peu à parler du rapport à la langue des Premières Nations. Vous citez donc dans Littérature amérindienne du Québec un autre auteur francophone, Kateb Yassine, qui dit «J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français». Alors, la réponse à ma question est très vaste, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du rapport qu'ont les écrivains et les écrivaines des Premières Nations à la langue, leur langue ancestrale, mais également la langue française, qui, on l'a dit donc tout à l'heure, leur a été imposée dans les pensionnats? Alors bien entendu, les auteurs qui maîtrisent encore leur langue autochtone essayent le plus possible de la conserver, non seulement, mais de publier le plus possible dans cette langue-là, surtout les personnes âgées, comme Anantanegabèche. Ceci dit, bien entendu, quand un auteur autochtone décide de publier dans une langue autochtone, il sait déjà qu'il va avoir un public beaucoup plus restreint par rapport à s'y publier en français ou en anglais. Alors c'est sûr, souvent c'est un choix politique. Après, ça dépend si l'auteur veut que l'œuvre circule uniquement à l'intérieur d'une communauté, peut-être utilisée à l'école, ou s'il veut vraiment que ça soit une œuvre grand public. Mais de façon générale, les écrivains partout sur la planète, quand ils publient et quand ils mettent autant de temps dans la préparation d'un ouvrage, ils veulent qu'il circule le plus possible. Alors, souvent, les auteurs qui publient dans leur langue, pour essayer de trouver un compromis, font ce que Anantanegabèche a fait avec Je suis une maudite sauvagesse, ou ce que Joséphine Bacon a fait, donc ils font des éditions bilingues. Et des fois, on trouve aussi des éditions trilingues, c'est-à-dire langue autochtone, français, anglais. Parce que de cette façon-là, les lecteurs peuvent décider la langue dans laquelle lire. Pardon. Et moi, je me souviens une fois, j'avais une amie Inou qui était venue chez moi, elle avait vu Ewanin Machimano Noshko, Je suis une mauvaise sauvagesse, elle m'a dit, est-ce que tu me le prêtes? Je dis oui, bien sûr, parce que j'ai jamais lu, j'ai entendu parler de Mana Mantanegabèche, et je dis bon, oui, vas-y. Après plusieurs mois, le livre ne rentrait pas, donc je lui ai dit, écoute Sylvie, est-ce que tu as fini? Elle dit, oui, mais je suis en train de le lire en Innu, et ça me demande tellement de... Je veux le lire en Innu, mais ça me demande tellement plus d'efforts, parce que je ne suis pas vraiment habitué, que ça me prend plus de temps. Alors, c'est sûr qu'il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte quand l'auteur doit décider la langue dans laquelle écrire. Et, euh, et puis, ben, en parlant avec certains auteurs aussi m'ont dit, ben, tu sais, les éditions bilingues, il faudrait faire soit l'édition unilingue langue autochtone d'un côté et l'édition unilingue français de l'autre, parce que sinon les gens, parce qu'ils sont habitués à lire en français, c'est sûr qu'ils vont lire en français plutôt que dans la langue autochtone. Alors il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte. Ceci dit, d'un point de vue plus personnel, c'est sûr que le français reste la langue du colonisateur. Et donc, étant donné que tellement d'efforts ont fait pendant beaucoup de temps pour que ces langues disparaissent, alors le fait que, des fois ça peut créer des questionnements chez les auteurs pour dire j'écris dans ma langue, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse aux miens? Est-ce que je m'adresse uniquement aux Québécois? Est-ce que je m'adresse aux deux? Et puis le fait d'écrire en français, est-ce que j'écris dans la langue du colonisateur? Est-ce que c'est quelque chose que je ne devrais pas faire? Alors moi j'ai apprécié beaucoup Naomi Fontaine quand elle dit non, moi j'écris en français, c'est une langue que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle est allée au-delà de ces questions et vraiment elle apprécie la richesse de la langue inou, la richesse de la langue française, dans tout ce que ces langues peuvent lui apporter. Et donc moi j'aime cet esprit d'ouverture qui lui permet justement d'être une auteure encore plus riche parce qu'elle écrit en français principalement, mais elle utilise beaucoup l'inou, qui est très important pour elle, bien entendu. Et elle dit, j'aime la langue française, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Et puis bon, elle a été scolarisée en français, donc c'est sûr elle a plus l'habitude d'écrire en langue française. Et puis il ne faut pas oublier que les langues autochtones aussi, bien que les linguistes dans les dernières années
et vraiment de façon méthodique créer de nouveaux termes pour se référer à toutes ces nouvelles réalités comme l'ordinateur, mais aussi la littérature, la poésie, des termes qui n'existent pas, des concepts qui n'existent pas dans les langues autochtones. Oui, poésie n'existe pas en Inuaimun par exemple. Exactement. Donc, c'est tout un exercice qui fait qu'une fois que tu as créé le néologisme, après il faut qu'il se démocratise dans la population. Donc, ce sont des mécanismes qui nous paraissent évidents à nous, mais qui, quand tu es dans ce contexte-là, ne vont pas de soi et demandent quand même de la part de la population beaucoup d'efforts et un apprivoisement aussi. Donc, donc de plus en plus, les auteurs naviguent entre ces différentes langues. Et de toute façon, quand les auteurs publient en français, presque toujours les langues autochtones, d'une façon ou d'une autre, sont présentes dans les textes. Et moi, je pense qu'elles s'enrichissent mutuellement. Moi, je l'ai toujours perçu de cette façon-là. Après, tu as des auteurs qui, au contraire, des purs et durs, qui disent non, moi je publie uniquement en Innu sans traduction. Et puis les gens se débrouillent. C'est une position que moi je respecte beaucoup et qui, dans certains contextes, a toute sa place. Oui, c'est une décision à ce moment-là politique, clairement assumée. Parce que se pose aussi la question, dans les éditions bilingues, de la traduction. Parce que l'Inuaimun, on en parlait hors caméra, ne fonctionne pas du tout comme la langue française, ne serait-ce qu'au niveau de la structure de la phrase et du rapport au monde. On peut avoir le mot rivière peut être traduit de 30, 40 façons différentes dans les langues autochtones. Et effectivement, c'était drôle, une fois je parlais avec un auteur et on parlait justement de la traduction des langues. Et lui dit « Ah, ben la poésie c'est facile ». Il rigolait, mais il disait « Ah, la poésie c'est facile parce que j'ai juste à traduire mot à mot comment je l'exprime dans ma langue ». Parce qu'effectivement, il y a certaines tournures qui sont pour eux normales, parce que c'est comme ça qu'on le dit dans leur langue, mais pour nous très 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 poétique, parce que souvent les références sont au territoire, aux animaux, et ce sont des références autres par rapport à celles auxquelles on est habitué. Et donc effectivement, il y a ce phénomène aussi qui fait que des fois la traduction en français peut résulter extrêmement poétique, disons plus poétique que l'original en langue autochtone, et quand les gens le disent, oui c'est beau, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on le dit chez nous. Alors il y a toutes ces questions aussi qui jouent. Bien sûr. Merci Maurizio Gatti.